Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'intégration. On va commencer tout de suite avec la correction de l'exercice 16 et 27 qui est à faire pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par le 16 qui est déjà près devant nous. On doit ici seulement déterminer une primitive sur l'intervalle i de la fonction donnée. Attention, c'est une primitive, donc on n'a pas d'obligation de faire toutes les primitives avec la constante ou d'écrire la primitive particulière. Non, c'est une primitive, n'importe laquelle, donc on va prendre celle avec constante égale à 0 pour une question de simplicité. Bon, commençons par la première fonction. Donc il s'agit de f de x égale à x plus 1 plus 1 sur x. Ça a l'air assez simple, effectivement, parce que ici il s'agit de remarquer qu'on a juste l'addition de trois fonctions. Ça veut dire que je vais chercher donc trois primitives et les additionner entre elles. Donc je propose comme grand f de x, d'accord, la fonction, alors x au carré sur 2, comme ça sa dérivée ce sera égal à x, plus x, comme ça sa dérivée ce sera égal à 1, et ensuite le logarithme naturel, ou népérien comme vous préférez, de x, donc ln de x, parce que sa dérivée c'est bien égal à 1 sur x. Et vous voyez, j'ai déjà terminé. D'ailleurs, vous remarquerez que l'intervalle i de définition, c'est 0 plus l'infini, 0 exclu, ce qui correspond pile poil à l'intervalle de définition de la fonction logarithme népérien, que sinon n'aurait pas été trop bien défini. Hein. Attention. Ok. Je vous propose maintenant d'aborder g de x, g majuscule du coup. Alors ici, on a encore une somme de deux fonctions, hein, e à la puissance x moins 5e à la puissance 5x. On doit encore essayer de le voir comme les dérivées de quelque chose. Alors, e à la x, c'est la plus simple parce que c'est sa propre dérivée. Donc, si j'écris e à la puissance x, je suis sûr d'avoir bien fait. Ensuite, je remarque que l'autre fonction, c'est 5e à la puissance 5x. Alors, je me fais une petite parenthèse juste. Considérons la dérivée de e à la puissance 5x. D'accord? Ça fait quoi en fait? Eh bien, je vous rappelle que ici, son argument, c'est juste la fonction 5x. Donc, quand je la dérive, je dois écrire e à la puissance 5x parce que l'exponentielle, ça réplique elle-même, fois la dérivée de 5x, donc ça fait 5. Donc, voici la dérivée de e à la puissance 5x. Or, vous voyez bien que la fonction qui nous intéresse, nous, c'est 5 fois e à la puissance 5x. Donc, tout à fait, en fait, cette fonction que j'ai dérivée. D'accord? Cette dérivée que j'ai obtenue, excusez-moi. La fonction que j'ai du coup dérivée, c'est e à la puissance 5x. Et donc, le moins, il reste sans aucun changement. D'accord? Et je vais donc trouver ma fonction grand g de x. Alors ici, c'était particulièrement simple à voir parce que vous aurez remarqué que 5 fois e à la puissance 5x, c'est déjà l'expression explicite de la dérivée de e à la puissance 5x. Voilà tout. Je passe donc à la fonction h de x. J'ai déjà mis en évidence le fait qu'elle aussi, elle est la somme de deux fonctions. Alors, je vais du coup me la réécrire un instant. Donc, h de x est égal à e à la puissance 1 cinquième x plus 1 divisé par 4x plus 3. D'accord? Alors, comme c'est une somme, je peux m'occuper des deux côtés séparément. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une exponentielle. Et quand vous avez des exponentielles, sachez que vous voyez que vous voulez l'écrire comme la dérivée de quelque chose. Alors, ici, vous voyez bien que la fonction argument, c'est 1 cinquième fois x. Donc, c'est une constante multiplicative fois x. Et donc, dans ce cas de figure, la meilleure chose, c'est de se faire un petit brouillon, comme je vous ai déjà montré, et de voir ce qui se passe quand vous dérivez la fonction exponentielle avec ce même argument. D'accord? Regardez ce qui se passe. Si je la dérive, ça me fait la même chose, 1 cinquième fois x, fois la dérivée de l'argument, donc fois 1 sur 5. Donc ça, c'est quand je la dérive. Or, je remarque que ici, vous voyez bien, je n'ai pas de constante multiplicative 1 sur 5. Donc, je dois trouver une façon de l'éliminer. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de dire e à la puissance 1 cinquième x fois 5. Parce que regardez maintenant, si je dérive ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, je remarque que cette constante multiplicative que j'ai rajoutée ici, eh ben, je peux la faire sortir de la dérivée. Donc, ça fait 5 fois la dérivée du reste. Alors, pourquoi je peux faire ça? Parce que c'est la règle sur les constantes multiplicatives des fonctions.
Donc la dérivée du reste, je la connais déjà. C'est juste 1 sur 5 fois e à la puissance 1 cinquième x. Et bien sûr, je ne dois pas oublier que tout d'abord, j'avais écrit 5 fois tout ça. Donc le 5 et le 5 qui se simplifient et il me reste e à la puissance 1 cinquième de x. Ok? Alors, grâce à ce brouillon, je donc trouvé que une primitive, excusez-moi, de e à la puissance 1 cinquième x, ce sera du coup 5 fois e à la puissance 1 cinquième x. Donc ça, c'est la première partie, d'accord? Ça, c'est la primitive juste de e à la puissance 1 cinquième x. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur l'autre. Alors, l'autre, c'est quoi déjà? Alors, ça, j'ai du coup intérêt à l'étudier une fois que j'ai remarqué quelques petites choses. Eh bien, ça, vous savez, je peux juste rajouter des parenthèses et l'écrire comme ça. Hein? Et donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que ça, c'est la composition de deux fonctions. D'accord? Donc, imaginez de l'avoir comme u de v de x. Ça, c'est la composition de quoi? Alors, je peux prendre la fonction u de x égale à 1 sur x et la fonction v de x égale à 4x plus 3. Effectivement, qu'est-ce qui se passe si je les compose? Eh bien, je trouve 1 sur parenthèse, ça c'est la partie u, et ensuite je mets dedans l'argument, c'est-à-dire v de x, c'est-à-dire 4x plus 3. D'accord? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais mettre en évidence le fait que 1 sur x ici joue un rôle très important. En effet, comment puis-je trouver la fonction telle que sa dérivée est bien égale à ça? Alors, si je veux la trouver, ce que j'ai à faire, c'est justement d'aller regarder ce 1 sur x qui est là, parce que je sais que, en fait, les fonctions affines, ça ne change pas trop la donne. Vous savez, quand je dérive une fonction affine, tout ce que je trouve, c'est une constante. Donc, en fait, je peux m'en occuper plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie 1 sur x. Et je sais que c'est le logarithme que je dois dériver pour obtenir quelque chose de la forme 1 sur x. Alors, je vous propose, toujours au brouillon, de vouloir dériver le logarithme de 4x plus 3. Ok? Juste pour voir ce qui se passe. Essayons de le dériver alors. Ça nous fait quoi? Alors, ça nous fait la dérivée du logarithme évaluée en 4x plus 3, parce que c'est bien sûr la définition c'est la règle, pardon, excusez-moi, c'est la règle de la dérivation de fonctions composées. Et ensuite, je dois toujours multiplier fois la dérivée de l'argument. Et la dérivée de l'argument, c'est toujours très simple parce que c'est une fonction affine, justement. Et ça fait juste 4. D'accord? Donc ici, j'ai presque trouvé ce que je voulais parce que ici, il y a cette multiplication fois 4 que je n'aime pas. Et du coup, comme vous l'avez compris, parce que ça fait, j'espère que vous l'avez compris, parce que ça fait pas mal quand même de fois que je vous le montre, il faut multiplier fois la constante qui me permet de éliminer quand je dériverai cette constante 4. Donc je fais 1 sur 4, son inverse. Et donc je fais 1 sur 4 logarithme de 4x plus 3 dérivé. Et regardez ce qui se passe. Alors 1 sur 4 est constante multiplicative, donc elle sort de la dérivée. Et ici je dois dériver du coup la même fonction que tout à l'heure. Donc j'écris 1 sur 4 fois 1 divisé par 4x plus 3 fois 4. Et ici du coup je gagne parce que le 4 il va se simplifier. Donc pour résumer, quand j'écris la primitive de la fonction h, donc grand h de x, elle aura comme primitive 5e à la puissance 1 cinquième x plus 1 sur 4 logarithme de 4x plus 3. Je pense que ça c'était vraiment l'exercice le plus difficile des 4 parce que vous allez le voir, le quatrième il est vraiment très simple. Alors l'exercice numéro, donc la question D si vous préférez, ça c'est quoi? C'est j de x, je me l'écris à côté parce que j'ai un peu terminé l'espace, j de x égale à sinus de x plus cosinus de x. Voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois trouver encore une fois la primitive. Il s'agit de la somme de deux fonctions, sinus et cosinus, 1 et 2. Et donc, je vais trouver leurs deux primitives et les additionner.
Donc j'écris que j majuscule de x, elle sera égale à quoi? Alors la primitive de sinus de x, on l'a déjà étudié ensemble. Il s'agit de moins cosinus de x. Et la primitive encore une fois, excusez-moi, de cosinus de x, c'est juste la fonction sinus, parce que quand je dérive le sinus, je trouve bien le cosinus. Donc, si vous prenez cette expression-là et que vous la dérivez, testez-le, j' de x, si je le dérive, ça me fait la dérivée de tout ça. Et du coup, regardez, effectivement, j'ai moins sinus, parce que la dérivée de cosinus, ne l'oublions jamais, c'est moins sinus, plus la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus. Et du coup, regardez ce qui se passe, je trouve bien sinus de x plus cosinus de x. Et j'ai terminé pour le premier exercice. Commençons donc la correction de l'exercice 27, qui commence dans un repère orthonormé que j'ai déjà commencé à tracer. Alors, on considère la fonction sinus, du coup, et sa courbe représentative dans l'intervalle 0π/2. Je vais juste me la tracer rapidement. Je vais mettre 1 ici. Donc, je vais prendre, comme dans un carré, du coup, 1 ici. Et je vais du coup dire que ça doit être 2. Et comme je sais que π/2, ça veut à peu près 1,57, je peux le placer à peu près là, sans trop peur. Ok, alors du coup, sinus de π/2, ça vaut 1. Donc je sais que le graphique, ça sera à peu près celui-ci. Voilà. Ok, c'est quoi qui m'intéresse dans cet exercice? Alors, il s'agit de regarder l'aire de la partie E du plan limitée par l'axe des abscisses. Donc, il s'agit de ça. L'axe des abscisses, du coup. Il s'agit ensuite de la courbe C et de la droite d'équation x égale à π/2. Alors, x égale à π/2, c'est cette droite-là. Et bien sûr, la courbe elle-même, que je suis en train de repasser en rouge, mais vous la voyez très bien, je pense. Donc ici, l'aire E dont on parle, c'est cette aire-là. Je pense que ce n'était pas trop compliqué de l'identifier dans cet exercice, c'est assez clair, je trouve. Et bien sûr, nous, ce qu'on veut faire, c'est de calculer l'aire de E. D'accord? Donc, on va la calculer. Je tiens à vous préciser, hein, c'est vraiment une aire que, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, c'était impossible à pouvoir concevoir, de pouvoir calculer. Et maintenant, il suffit juste de faire ça. C'est l'intégrale entre 0 et π/2 de la fonction sinus de x en dx. D'accord? Et l'étape nécessaire pour déterminer cette intégrale, c'est juste de trouver une primitive grâce au cours précédent. Pas la primitive, mais une primitive. D'accord? Une primitive, ça suffira. Ici, du coup, je cherche du coup la fonction telle que dérivée. Ça me donne comme résultat sinus. Et je la connais déjà, en effet, parce que je sais que si je prends la fonction moins cosinus et que je la dérive, ça me fait moins sinus de x. Et donc, ça, c'est égal à sinus de x. Et je connais donc une primitive. Donc, pour calculer cette intégrale, tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant de prendre moins le cosinus de x et de l'évaluer en 0 et π/2 et de soustraire les deux résultats. Autrement dit, d'effectuer ce calcul-là, c'est moins cosinus de π/2 auquel je soustrais moins le cosinus de 0. Voici tout. Effectuons ce calcul. Alors, si jamais vous avez un problème, n'oubliez pas que votre meilleur ami est toujours là pour vous. Il s'agit bien sûr du cercle trigonométrique. Il est là. Je vois très facilement que le cosinus de ce point, donc le point qui est situé à π/2, il est bien égal à 0. Donc ici, j'ai moins 0, moins, et le cosinus de l'angle 0, cette fois-ci, donc je regarde, le cosinus est égal à 1. Donc je vois bien que ici j'ai à faire moins 0 plus 1, ce qui donne comme résultat juste 1. Ah, intéressant. Donc en fait, cette aire-là, qui a l'air pas simple du tout, en fait, c'est juste égal à 1. D'accord? Donc ici je peux dire que E est égal à 1. Ok? Voilà. Question B. Soit un réel de I. La droite d'équation x égale à A coupe la partie E en deux parties. Alors attention du coup, E ça vaut 1, donc je dois imaginer de pouvoir tracer ici une certaine droite x égale à 1. Alors, je vais me la faire
couleur jaune pour la voir assez clairement. Donc quelque part, il y a ici une droite qui coupe. Alors je pourrais la placer ici ou là, mais je dois sélectionner du coup l'endroit où la droite coupe E en deux parties égales. Alors moi j'ai un peu envie de la mettre là par exemple. D'accord? Donc je vais me symboliser la position de la droite A ici parce que j'ai l'impression que graphiquement ça correspond à faire à peu près moitié-moitié. Ok? Donc ça c'est x égale à a, je ne sais pas quelle est sa valeur, mais j'imagine que ça doit être situé à peu près ici. Ok? Pourquoi je l'ai placé ici? Parce que je veux que la partie E soit découpée en deux parties et je veux trouver la valeur de a telle que ces deux parties aient la même R. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Eh bien, il s'agit de mettre en place du coup deux intégrales cette fois-ci. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux en fait, avec ce dessin, je suis en train de chercher la valeur de a telle que l'intégrale entre 0 et a de sinus de x, 1 dx, soit est égale à l'intégrale entre a et pi sur 2 de la même chose, sinus de x en dx. D'accord? Bon, ça correspond à quoi? Eh bien, je sais que l'intégrale entre 0 et a des sinus de x, ça correspond à faire moins cosinus de x évalué entre 0 et a égale à toujours moins le cosinus de x évalué entre a, cette fois-ci, et pi sur 2. Alors, juste effectuons ce calcul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je fais moins cosinus de a auquel je soustrais moins le cosinus de 0, et je sais combien ça vaut le cosinus de 0, je l'ai déjà calculé tout à l'heure, et de l'autre côté, j'ai moins le cosinus de pi sur 2, je sais déjà combien ça vaut, ça aussi, hein, auquel je soustrais moins le cosinus de a. Et vous allez voir ici, on va juste trouver une équation qui va nous fournir le résultat de a, la valeur de a. Alors ici, je trouve moins cosinus de a, il ne bouge pas. Moins cosinus de 0. Alors cosinus de 0, on sait que c'est 1, donc je l'écris. Ici, je sais que cosinus de pi sur 2, c'est 0, donc je ne le réécris pas. Et donc ici, je trouve plus cosinus de a. Est-ce qu'on est clair? Et du coup, quand j'arrive ici, je dis, bah ok, alors je sais aussi que ce morceau-là, je peux le porter à gauche. Et donc ça me fait moins 2 cosinus de a, plus 1 égale à 0. Et donc, cosinus de a, ça doit être égal à moins 1. Bien sûr, avec moins 2, excusez-moi, je ne l'ai pas écrit. D'accord? Et dernier passage, du coup, cosinus de a, ça doit être égal à 1 demi. Ok? Alors, ne l'oublions pas, hein, j'ai aussi une autre info. Hein, je sais que a appartient à l'intervalle 0, point virgule, pi sur 2. Ok? Parce que c'était écrit dans le texte de l'exercice. Donc, je recherche la valeur de l'angle A, tel que cosinus de A, c'est égal à 1 demi. Ok? Encore une fois, vous avez compris, je suis en train d'aller vers mon cercle trigonométrique. Je sais que le cosinus égal à 1 demi, il est situé juste ici. Et que du coup, la valeur de l'angle, la seule valeur de l'angle comprise entre 0 et pi sur 2, eh ben, ce sera pi sur 3. Donc, la valeur pi sur 3, elle est la valeur, donc a égale à pi sur 3. Je n'ai pas besoin de dire à 2 pi près, parce que ici, je recherche une valeur a qui est appartenante à cet intervalle, et effectivement, pi sur 3 appartient à cet intervalle. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que pi sur 3, ça vaut à peu près 3,14 divisé par 3. Donc, en fait, ça vaut un peu plus que 1, légèrement plus. Hein. Ça vaut à peu près 1,04, 1,05, un truc comme ça. Et du coup, regardez, si je veux me le tracer, effectivement, où était situé A, je devrais aller un peu plus à droite. Et donc, la vraie valeur de A, si je veux vraiment la tracer, hein, je l'ai fait du coup d'une couleur similaire. Je vais prendre l'orange marqué. Donc, ce serait à peu près ici. D'accord ? Et donc, cette valeur-là, qui est située pour, du coup, la valeur pi sur 3, eh bien, elle est telle que toute la partie que j'assure en orange, donc cette R-là,
elle se trouve être exactement égale à l'autre côté, donc cette R-là. Voici donc pour la conclusion de mon exercice. Commençons donc la partie cours d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste reprendre le tableau que je vous ai introduit à la fin du cours précédent. Et il va nous être utile tout à l'heure parce que j'aimerais bien dédier une partie de notre cours à faire beaucoup d'exemples de recherche de primitives, car j'imagine que ça doit être la partie la plus dure pour le moment parce qu'il s'agit aussi de la partie la plus pratique. Hein. Il n'y a pas trop d'interprétation d'air. Là, il faut vraiment chercher une fonction telle que la dérivée soit la fonction que l'on veut. Ok. Bon, cela dit, essayons quand même de résoudre des primitives. Alors, je vous propose de moi résoudre des exercices, mais je vous invite bien sûr à mettre en pause la vidéo, essayer par vous-même et puis revenir en arrière. C'est toujours une très bonne idée. D'accord? Bon, je vais faire donc deux exercices, le 28 et le 30, et je vous donnerai ensuite à faire des exercices à la maison qui seront le 27 et le 29, qui sont légèrement plus simples. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vous suis tout le long. Essayons de trouver du coup des primitives aux fonctions proposées. À chaque fois, je vous fais remarquer que dans les 4 exemples, j'aurai à chercher des primitives qui sont toujours de la forme somme de autres fonctions. Vous voyez bien que là, je suis en train de assurer les termes des sommes. D'accord? Donc, à chaque fois, ce sera assez simple de trouver une primitive à la fois. D'accord? En particulier, commençons par la première expression. Donc, je veux une fonction telle que sa dérivée, ça fasse x au cube divisé par 3. Ok? Alors, déjà, je sais que x au cube, pour l'obtenir, je dois dériver une fonction de la forme x à la puissance 4. Ok? Ça aussi, on l'a déjà vu, c'est une des règles connues maintenant. Donc déjà, je sais que pour obtenir ne serait-ce que x au cube, tout simplement, je dois avoir x à la puissance 4 divisé par 4. Hein, ça, c'était la règle. Et ensuite, comme j'ai une division par 3, je vais juste rajouter le fait que j'ai un tiers qui est multiplicatif ici. Donc, si je dérive maintenant tout ce morceau, hein, je me rends facilement compte que ça me fait du coup 4x à la puissance 3 qui s'efface avec le 4. Il y a un tiers qui ressort. Donc là, bien sûr, il y a un fois. Et je trouve x à la puissance 3 divisé par 3. Ensuite, je mets un moins, et là j'ai 2x au carré. D'accord? Donc, pour l'obtenir, comment je fais? Alors, je regarde toujours pour commencer seulement la puissance de x, c'est x au carré, donc je sais que j'aurai besoin de x à la puissance 3 divisé par 3, parce que si je dérive, du coup, ça va me faire 3x au carré, et le 3, ça va se simplifier avec le 1 tiers. Et du coup, pour obtenir moins 2 comme coefficient, bah, juste je rajoute moins 2 fois tout cela. D'accord? Comme ça, de toute façon, c'est une constante multiplicative, ça va disparaître quand je fais la dérivée. Et enfin, j'ai plus 7, donc ça c'est très simple, je mets juste plus 7x. D'accord? Donc voici votre primitive, c'est une primitive possible. Et du coup, ici, j'ai à faire x à la puissance 4 divisé par 12, moins 2 tiers x à la puissance 3, plus 7x. Ça, c'est une primitive du coup de la première fonction. Voilà. Ah oui, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais la consigne, c'est juste marqué même consigne que l'exercice 26. Il s'agit ici comme consigne, hein, trouver une primitive de la fonction fournie. Ok. La deuxième. Alors, encore une fois, une somme de 3 fonctions. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Ils ont pris celle d'avant et ils ont tout mis les puissances de x au dénominateur. Ok. Alors, du coup, ça, c'est une réécriture peut-être utile ici. Ça, c'est 3 fois x à la puissance moins 3, moins, et ça, c'est du coup 1 demi fois x à la puissance moins 2, plus 1 septième. D'accord? Ça, c'est toujours f de x, hein, pas dérivé, pas primitive, excusez-moi. Donc, si je veux sa primitive, je vais du coup laisser les constantes sans trop de changement et aller chercher du coup les primitives des parties avec la variable x. Alors, une primitive de x à la puissance moins 3, hein, je vous le rappelle, comment on l'avait obtenu à chaque fois, hein, je dois prendre moins 3 et rajouter 1, donc ici ce sera x à la puissance moins 2, parce que moins 3 plus 1 ça fait moins 2, et tout cela je dois diviser par du coup la quantité, vous vous rappelez, c'est n plus 1, donc ici c'est moins 3 plus 1, donc ça fait bien moins 2.
effectivement, si vous voulez en être sûr, juste faites-le. Hein. La dérivée de x à la puissance moins 2 divisé par moins 2, ce sera du coup x à la puissance moins 2 moins 1, d'accord, fois moins 2. Et tout cela, comme il est divisé par moins 2, je trouve bien moins 2 qui se simplifie. Et x à la moins 3, c'est ce qui me reste. D'accord? Ok. Ensuite, j'ai moins 1 demi fois... Alors ici, pour obtenir x à la puissance moins 2, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, je dois faire x à la puissance moins 2 plus 1. Donc ça fait, à la fin, ça va me faire x à la puissance moins 1 divisé par n plus 1. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1 juste ici. Voilà. Et le dernier terme, c'est 1 septième. Eh bien, comme il n'y a pas de x, juste je le rajoute. Comme ça, la dérivée, ça va être 1 septième. Et donc, quand je réécris tout ça, ça me fait moins 3 demi fois x à la puissance moins 2. Ici, j'ai un moins et un moins, donc ça fait plus 1 demi fois x à la puissance moins 1, plus 1 septième x, et je peux le réécrire une dernière fois comme moins 3 demi fois 1 sur x au carré, plus 1 sur 2x, plus 1 septième x. Voici une façon d'écrire une primitive de la fonction qu'il nous avait donnée. Ok, je passe du coup à la troisième. Je vous la fais juste là, elle est plutôt simple celle-là. C'est donc grand f de x. Je cherche toujours pour x à la puissance moins 4, mais maintenant je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Je fais x à la puissance moins 4 plus 1 divisé par moins 4 plus 1. Je vous explicite le calcul ici. Plus 8 fois du coup une primitive de x à la puissance 4, c'est x à la puissance 5 divisé par 5. Ok, j'effectue les calculs. Du coup, je trouve x à la puissance moins 3 divisé par moins 3 plus 8 cinquièmes x à la puissance 5. Super, et donc je peux réécrire ça comme moins 1 tiers fois 1 sur x au cube, du coup il sera bien au dénominateur, et bien sûr j'ai plus 8 cinquièmes x à la puissance 5, voilà, et notre dernière fonction dont il faut chercher une primitive, ce sera du coup celle-là. Cette fois-ci, grand f de x, ce sera la différence entre la primitive de l'exponentielle, qui est toujours elle-même, ça c'est super, moins une primitive du sinus. On a déjà vu plusieurs fois dans ce cours que le sinus, il admet comme primitive moins le cosinus. Et donc ici, j'écris juste e à la puissance x plus le cosinus de x. Effectivement, quand je vais dériver ça, ça va me faire e à la puissance x moins sinus de x. Encore une fois, j'ai trouvé une primitive de cette fonction. Voici donc pour cet exercice, c'était l'exercice 28. Et on passe tout de suite à l'exercice 30. Vous allez voir ici une application un peu plus directe de ce fameux tableau que je vous avais fourni. Pour le moment, on a vraiment utilisé presque exclusivement la première ligne qui nous dit que si vous avez la somme de deux fonctions, on trouve la somme des primitives au moment de rechercher la primitive. Ok, maintenant, regardez un instant ce que nous avons dans la première fonction, donc ln de x divisé par x. Et regardez comme ces formules-là vont nous aider à trouver une petite règle intéressante. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai f de x égale à ln de x fois 1 sur x. Ok? Est-ce que vous la voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez d'appeler ln de x votre fonction u. D'accord? On va l'appeler u juste comme ça pour avoir le symbole. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai? Imaginez que du coup, ça c'est la fonction rouge. Ça veut dire que f de x, elle est égale à u de x, bien sûr, fois quoi? Eh bien, fois u' de x. Vous voyez la logique? Je suis en train de considérer deux fonctions, donc une fonction définie comme le produit entre une fonction u et sa propre dérivée. Vous voyez là, j'ai sa propre dérivée qui juste se manifeste là tranquillement. D'accord? Et maintenant, allons la chercher alors. Où est-ce qu'on a dans ce tableau une situation de ce type-là? C'est-à-dire, je vous le résume encore plus, u' fois u. Regardez bien. Prenez un instant le temps de le faire. Là non, là non, là non.
à la troisième ligne non plus. Mais si vous regardez bien ici à la deuxième ligne, vous avez quoi? Eh bien, vous avez que quand f est égal à u' fois u, eh bien, ici à la puissance 1 du coup, alors quand f, donc la primitive, ce sera de la forme 1 divisé par n plus 1, donc ici n encore une fois c'est égal à 1, fois u à la puissance n plus 1, donc c'est-à-dire 1 plus 1. Donc ici quand f doit être égal à 1 demi fois u à la puissance 2, autrement dit, quand f de x devrait être égal à ln de x, le tout au carré, divisé par 2. Vous y croyez pas? Eh bien, vérifions-le. f' de x, calcul de dérivée. Alors, 1 demi, il sort, parce que c'est une constante multiplicative, fois, du coup, j'ai la composition entre le logarithme et la fonction carré. Alors, du coup, ça veut dire que la fonction carré me donne 2 fois ln de x. D'accord? C'est comme quand vous dérivez x au carré, ça fait 2x, sauf qu'ici, à la place de x, il y a logarithme de x, fois 1 sur x. Et donc, vous voyez que le 2 et le 2, ils se simplifient, et tout ce qui me reste, c'est bien ln de x divisé par x. Vous avez vu la magie à l'œuvre. Donc, nous avons trouvé ici notre agréable primitive. Ok. Maintenant, une autre application de ce tableau. Regardez, là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus de x divisé par cosinus de x. Ok, on est là. Ok. Vous connaissez les deux fonctions sinus de x divisé par cosinus de x. Et vous savez également que l'une est la dérivée de l'autre. D'accord? En particulier, je sais par exemple que je peux écrire que le sinus de x, ça c'est bien sûr égal à moins sinus de x. Je pense que là, il n'y a pas trop de difficulté. Et je peux me dire que du coup, si j'appelle u égale à cosinus de x, alors je peux dire que cette fonction grand f de x, elle est égale à moins u' divisé par u. Vous la voyez, c'est logique parce que comme j'écris au numérateur moins sinus de x, ça veut dire que comme la dérivée, comme u', ça c'est égal à moins sinus de x, au numérateur j'ai du coup moins u'. Alors pourquoi je l'ai écrite comme ça? Parce que maintenant, allons regarder le tableau et allons chercher une expression u' divisé par u. Mais oui, vous l'avez déjà trouvé sûrement à la quatrième ligne, juste là. Eh bien, il y a juste un moins devant. Donc ce que je trouve ici, c'est juste que la primitive est égale au logarithme naturel, népérien, ou naturel comme vous voulez, de u. Et donc ça veut dire que dans mon exemple, quand f de x, elle sera égale à quoi? Eh bien à moins, parce qu'ici il y a un petit moins devant qui se répète, parce que c'est une constante multiplicative encore une fois, fois le logarithme népérien de u, autrement dit, moins ln de cosinus de x. Encore une fois, vous avez des doutes? Ben, il n'y a aucun problème. Dérivons la fonction. f' de x, ça va me faire du coup la constante multiplicative qui se répète, fois, encore une fois, c'est une fonction composée, donc je dois dériver d'abord le logarithme, et ça me fait 1 sur cosinus de x, fois la dérivée de l'argument. Or, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et donc je me retrouve à avoir 2 fois moins, donc ça fait plus, sinus de x divisé par cosinus de x. Voilà. Alors oui, il faut avoir un peu l'expérience, bien sûr, mais ça s'acquiert avec l'exercice. D'accord? Et là, croyez-moi, je suis en train de faire les exercices les plus difficiles du chapitre pour vous laisser ceux un peu plus abordables. Ok? Bon. Attaquant du coup la troisième. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une fonction, je vous la fais là-haut parce que j'ai terminé un peu mon espace. Vous avez une fonction qui s'écrit comme étant égale à quoi? Alors, regardez bien ça. Un cas très intéressant. Vous avez e à la x au numérateur et au dénominateur, il y a 1 moins e à la puissance x. D'accord? Moi, j'aimerais bien retrouver la dérivée de quelque chose autre part. Je m'explique. Vous voyez bien que au dénominateur, j'ai quand même une fonction assez compliquée. C'est 1 moins e à la puissance x, le tout au carré. Mais quelle est la dérivée de 1 moins e à la puissance x? Bah, c'est juste moins e à la puissance x en fait.
Alors du coup, permettez-moi de réécrire cette fonction déjà comme ça. Je la réécris comme e à la puissance x fois 1 moins e à la puissance x à la puissance moins 2. Comme ça, vous voyez bien sa structure. Et ensuite, je peux remarquer que f de x, je peux toujours l'écrire comme moins e à la puissance x fois 1 moins e à la puissance x à la puissance moins 2. Alors pourquoi j'ai un avantage à faire ça? Parce que si ça c'est la fonction argument qu'ensuite j'élève à la puissance moins 2, je vois très bien que sa dérivée est égale à moins e à la puissance x, parce que ça, le 1 c'est juste une constante. Donc si j'appelle, si u de x est égal à 1 moins e à la puissance x, u' de x est égal à moins e à la puissance x, hein, c'est sa dérivée, hein, je pense que vous le voyez bien. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai comme fonction? J'ai quelque chose de la forme moins u' fois u à la puissance moins 2. Pause, allons chercher dans notre tableau où est-ce que je peux trouver une expression comme ça. Je reviens au tableau. Eh bien, je recherche un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici? Et là, alors, ici, vous l'aurez remarqué, hein, n, c'était égal à moins 2 à la puissance. Donc, quand je regarde bien, je le trouve ici. D'accord? Parce que ici, j'ai u' fois, divisé, excusez-moi, fois u à la puissance n, mais n est positif. N est positif. Et moi, ici, c'est exactement ça que j'ai, parce que ici, je peux écrire ça comme moins u' divisé par u à la puissance 2. Et du coup, je lis la formule, hein, c'est la même chose. Ça, c'est égal du coup à... Alors, n, du coup, je le prends comme étant égal à 2. Et ici, je lis cette formule juste là. Et ça va me donner du coup, alors, moins 1 divisé par 2 moins 1 fois, juste je le recopie, hein, tranquillement, moins 1 divisé par n moins 1 divisé par, multiplié fois 1 divisé par u à la puissance 2 moins 1. Et quand j'écris tout ça, cela me fait, hein, excusez-moi, je n'ai pas réécrit ce moins là, donc ça c'est moins fois moins tout ça. Et donc je me retrouve avec, alors moins et moins ça fait plus, ok. Donc ça fait 1 divisé par 2 moins 1, donc ça fait 1 divisé par 1 fois 1 divisé par du coup u à la puissance juste 1. Donc en fait c'est juste 1 sur u. Donc ça c'est égal à 1 divisé par 1 moins e à la puissance x. Alors là, le résultat est très simple finalement. Et regardons pourquoi ça marche. Juste, il suffit de le dériver et on s'en rend compte facilement. Si je dérive ma primitive, donc la primitive ici c'est 1 divisé par 1 moins e à la puissance x. Imaginez du coup de dériver ça, ça vous fait f' de x égale à quoi? Du coup vous avez la dérivation d'une fonction composée. Ici les deux composés ce sont, je vous le détaille, imaginez de le voir comme u de v de x avec du coup u de x égale à 1 sur x et v de x égale à 1 moins e à la puissance x. D'accord? Et donc ça, c'est égal à 1 divisé par 1 moins e à la puissance x. Voilà, c'est logique. Dérivation de fonction composée, ça me donne quoi du coup? Alors, la dérivée de la première fonction, donc 1 sur x, c'est moins 1 divisé par x au carré. Et du coup, à la place de x, je dois mettre 1 moins e à la puissance x. Et ensuite, je dois multiplier fois la dérivée de l'argument, donc la dérivée de v. C'est v', et v' c'est égal à moins e à la puissance x. Donc ça fait... moins et moins, et se simplifie, et donc je retrouve e à la puissance x divisé par 1 moins e à la puissance x à la puissance 2. Voilà un exercice qui n'était pas facile, hein, je vous l'accorde bien sûr, mais il faut que je vous explique les cas compliqués pour que vous puissiez faire les cas un peu plus simples. Ok? Et enfin, on attaque le dernier exemple qui rassemble énormément au premier. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous avez 8x, je me fais juste un peu d'espace, sinon vous n'allez rien voir. Vous avez 8x divisé par la racine carrée de x au carré plus 1. Alors encore une fois, je me le réécris un instant, et qu'est-ce que je remarque? Alors je remarque ici, je peux même me permettre un petit regard au tableau juste avant pour trouver un peu l'inspiration. Qu'est-ce que je peux remarquer ici? Ce que je remarque, c'est qu'il y a seulement une situation dans laquelle vous avez une racine carrée
au dénominateur et c'est cette situation-là. Du coup, en fait, on recherche au numérateur la dérivée de l'argument de la racine au dénominateur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai 8x divisé par la racine carrée de x au carré plus 1. Ça, c'est petit f. Alors, on a dit, hein, on va appeler la racine carrée de u pour se remettre dans la situation en fait du tableau, hein, juste ici. Et qu'est-ce que j'ai moi? Je sais que si u de x est égal à x au carré plus 1, sa dérivée est égale à 2x tout simplement. Et au numérateur, moi j'ai 8x, c'est-à-dire 4 fois 2x. Donc ici, je peux encore écrire ça comme 4 fois u' divisé par, bingo, la racine de u. Et donc ici, je peux dire que f de x à une constante près, c'est-à-dire que là, ce 4, je vais juste devoir le réécrire. Donc, je dois le multiplier fois 2 fois la racine carrée de u, c'est-à-dire x au carré plus 1. Donc, en fait, ça fait 8 racines carrées de x au carré plus 1. La preuve, encore une fois, dérivons f' de x. Alors, le 8, il reste parce que c'est une constante multiplicative. Et ensuite, vous avez, je pense que vous vous rappelez de cette règle, c'était 1 divisé par 2 la racine de x au carré plus 1 fois la dérivée, ça fait du coup 2x. Alors ici, j'ai 2 et 2 qui se simplifient, et donc tout ce qui me reste, c'est 8x divisé par la racine carrée de x au carré plus 1. C'est super. Alors du coup, je conclue ici mes exemples. Vous aurez du coup à faire des exemples un peu plus simples, je vous le répète, soyez rassurés à la maison, mais je vous demande un effort parce qu'il faut apprivoiser ces intégrales en prenant le temps vraiment sans courir, avec pas de pression. Donc voilà, pour ce cours-là, j'ai vraiment voulu prendre le temps de juste vous faire des exemples. Et là, je vous introduis seulement un tout petit résultat de théorie. Je passe donc au cours d'aujourd'hui qui va concerner la définition de l'intégrale d'une fonction continue. Je m'explique. En fait, nous avons déjà parlé de ça, hein, sauf que on avait pris pour le moment que des fonctions qui étaient positives. Je m'explique. On avait commencé à parler d'intégrale en disant que l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x positive et continue, hein, ça correspondait à rien d'autre que l'aire. Hein, là, je suis en train de faire un petit schéma, bien sûr, mais ça correspondait à considérer l'aire entre les deux droites d'abscisse A et B, hein, et que du coup, on allait se restreindre à considérer des fonctions qui étaient des fonctions positives, d'accord? Donc des fonctions situées dans la partie haute des abscisses. Cependant, donc ça c'était un peu le début du chapitre, ok? Cependant, dans cette deuxième partie que nous avons abordée, nous avons montré un théorème très important qui nous donne une autre perspective sur l'intégrale, qui nous dit qu'en fait l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x 1 dx, eh bien pour calculer ça, j'ai juste besoin en fait de faire la différence entre une primitive de f, n'importe laquelle, appelée grand f, évaluée en b, et toujours cette même primitive grand f, évaluée cette fois-ci en a. Donc vous voyez, on est en train de modifier la définition de l'intégrale d'un côté que je dirais être purement géométrique. Donc c'est vraiment la définition d'une aire, hein, ni plus ni moins, vers un côté plus algébrique. Algébrique, je vous rappelle, le définition du mot algèbre, hein, ça veut dire ce qui est relatif au calcul, hein, algébrique. Et effectivement ici, vous voyez, on se détache un peu de la définition d'aire. Ici, on considère juste la différence entre une même fonction évaluée en deux points différents, le point B et le point A, et je fais leur différence. Eh bien, grâce à cette deuxième définition de l'intégrale, qui encore une fois hein, est cohérente avec la première, d'ailleurs, c'est ça qu'on utilise pour calculer l'aire concrètement. Mais grâce à cette deuxième définition, je vais pouvoir généraliser hein, la définition de qu'est-ce que je vais appeler être une intégrale, et je vais maintenant dire la chose suivante, du coup, définition, je vous invite toujours à en prendre note, bien sûr, définition, soit, du coup, cette fois-ci, je vais juste demander f continue, donc une fonction juste continue, sur le fameux intervalle
qui commence en A et se termine en B. Donc, je ne fais pas d'hypothèse sur le signe. D'accord? Juste, je dis que f est continu. Hein? Et soit grand f une primitive de petit f. D'accord? Alors, on posera comme symbole que l'intégrale entre a et b de petit f de x en dx, eh bien, ce sera égal à f de b moins f de a. Et donc, ce sera le cas quel que soit le signe de la fonction. Autrement dit, je peux me retrouver à faire une intégrale qui aurait comme signification la chose suivante. Imaginez d'avoir une fonction f, du coup, qui n'est plus maintenant que positive dans l'intervalle considéré. Par exemple, ça. Imaginez. Ok? Donc, je prends a ici et b là. Eh bien, maintenant, je considère toujours l'air. D'accord? Mais vous voyez bien que dorénavant, je pourrais calculer cette R, mais cette R-là n'aura pas forcément la caractéristique d'être positive. Je pourrais obtenir aussi une R négative. Effectivement, ce morceau-là, ça pourrait me donner une R négative. Encore une fois, on ne dit pas R négative, hein, c'est impropre comme définition. C'est juste quelque chose qu'on rajoute hein, pour pouvoir parler de l'intégrale de n'importe quelle fonction, pas seulement des fonctions qui sont continues et positives. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez arriver des choses telles que celles que je viens de vous montrer. Vous voulez un exemple simple? Alors, on terminera sur ça, du coup, comme ça, je ne rajoute pas grand-chose aujourd'hui au cours. Regardez ça, du coup. Exemple, je vais considérer cette fonction-là. Regardez. Soit la fonction x au carré moins 1. D'accord? Ça, pour moi, c'est ma petite fonction f de x. OK? Eh bien, c'est une fonction comme plein d'autres. Je vous fais son graphique qui correspond à ça. Si je veux être précis, hein, c'est à peu près ça. Ça, c'est moins 1. Et là, vous avez une parabole qui monte, qui monte, qui monte. Une parabole qui monte, qui monte, qui monte. D'accord? Imaginez de vouloir calculer l'intégrale entre, du coup, moins 1 et 1 de x au carré moins 1 en dx. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je fais l'intégrale entre moins 1 qui se trouve là et 1 qui se trouve là de ma fonction. C'est-à-dire que je considère cette R-là qui se trouve du côté des négatifs. Eh bien, même si techniquement je ne pourrais pas faire ça parce que l'air doit être positive, je applique la nouvelle définition de l'intégrale et comme x au carré moins 1 est effectivement une fonction continue, je vais chercher une primitive, chose très simple parce que je sais qu'une primitive de x au carré est x au cube divisé par 3, moins une primitive de la fonction 1 qui est juste x, et je l'évalue entre moins 1 et 1, et regardez ce qui se passe. J'obtiens d'abord l'évaluation à 1, donc ça fait 1 tiers moins 1, auquel je soustrais l'évaluation à moins 1, donc ça fait moins 1 au cube divisé par 3, moins 1, il y a beaucoup de moins ici, mais ne vous inquiétez pas, elles vont bientôt disparaître. On a 1 tiers moins 1, moins, alors moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1, donc ça c'est moins 1 tiers, et moins ici ça fait plus, donc tout ce qui me reste ici c'est 1 tiers moins 1, moins et moins ça fait plus 1 tiers, mais là j'ai 1 moins 1, donc ça me fait moins 1. Donc ici je me retrouve avec 2 tiers moins 2, et ici je termine le calcul par un dénominateur commun qui est 3, là j'ai un 2, et là j'ai 2 fois 3, donc 6. Et donc je trouve que l'air final c'est moins 2 moins 6, ça fait moins 4, donc moins 4 tiers. Et donc vous voyez, même si c'est une aire, donc techniquement c'est quelque chose de positif, grâce à cette définition de l'intégrale qui du coup oublie en fait que la signification techniquement à la base c'était l'air, eh bien je peux me retrouver avec des intégrales qui ont des valeurs négatives. Là c'est bien négatif, je pense que vous n'avez pas trop besoin de la preuve de ça.
c'est juste une intégrale négative. Et donc, vous voyez, on commence à parler d'intégrale négative. On ne dit pas trop R négative parce que l'R, encore une fois, elle est toujours positive. Mais bon, on parlera quand même d'intégrale négative et on fera des intégrales, donc de fonctions, qui peuvent être négatives dorénavant. Ok, alors les exercices à faire pour la prochaine fois, ce sera plutôt encore des recherches de primitives pour vous entraîner là-dessus. Et je termine le cours avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!